Monsieur Delors, merci beaucoup d'être avec nous à nouveau dans le club ce soir. Je vais donner tout de suite la parole à Corentin Corget qui va vous poser les premières questions. La première question politiquement coquine, Madine Coralie Mollaret, qui est au conseil communautaire, mais qui a participé avec nous à l'élaboration de cette interview. Monsieur Delors, vous n'aimez plus le Gard ? Pourquoi dites-vous ça ? Parce que selon nos informations, vous allez de nouveau partir faire une randonnée pendant quelques jours. Vous l'aviez déjà fait l'an dernier. Non, ça fait 31 ans que vous êtes conseiller départemental. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être arrivé un petit peu au bout ? 31 ans, c'est long, si vous voulez. C'est une activité que j'ai menée pendant longtemps, mais il faut reconnaître qu'il y a du renouvellement. Et la délégation que j'ai actuellement sur les routes est quand même passionnante. Donc, ça m'intéresse énormément, ce que je fais. J'ai l'inconvénient, d'une certaine manière, d'habiter loin, ce qui fait que pour venir à Nîmes, c'est 2h30 presque. Pas toujours commode. Mais le fait que je marche beaucoup n'a rien à voir, si vous voulez, qu'un sentiment de lassitude, quoi. J'ai toujours marché. Alors Saint-Jacques-de-Compostelle, que j'ai fait l'année dernière, évidemment, c'était la plus longue des randonnées. 2 mois, mais j'avais fait le GR20 en Corse, Saint-Guilhem, le désert 2 fois. J'ai fait des... La plus dure, c'était quand même le GR20 en Corse, incontestablement. C'est celle que vous ferez prochainement ? Alors, ce que j'aimerais refaire, c'est quand même le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, en partant non pas du Puy, parce que là, je suis allé au Puy en voiture, ce qui est une absurdité finalement, mais en partant de chez moi, à la Nuéjole, et en rejoignant la voie d'Arles, ce qui me ferait un itinéraire différent du premier sur environ les 2/3 du parcours, puisque je passerai par le col du Somport au lieu du col de Roncevaux. Et puis après, je rejoindrai l'itinéraire déjà fait à Pampelune, ce qui fait quand même un peu de nouveauté. En plus, il faut reconnaître que sur la première partie, j'avais fait une partie espagnole. La première fois que je l'ai fait, j'ai fait une partie espagnole un peu allégée, puisque ma femme est venue avec moi faire la partie espagnole, et je n'ai pas voulu, si vous voulez, lui imposer de faire 800 km. Voilà. En tout cas... Une question qui est importante, là vous serez à pied pour faire effectivement tout ce parcours, mais on aimerait clarifier une chose avec Corentin ce soir, c'est cette histoire de 90 km/h, 80 km/h, profitons-en, on a le responsable en charge des routes, dites-nous clairement où on en est dans le département du Gard. Le sujet a été évoqué il y a environ 3 semaines en groupe majoritaire. La proposition qui était annoncée était d'harmoniser avec les entrées du département. Par exemple, je donne souvent l'exemple de la route de Saint-Mathieu-de-Tréviers qui arrive à Corconne. Oui, c'est-à-dire de l'Hérault à la frontière avec le Gard, où là, il y a une portion à 90, côté Hérault. Et la même route, d'un seul coup, vous vous retrouvez à 80 km/h, ça peut paraître un peu absurde. Donc l'idée aurait été de rendre les entrées dans le département du Gard en harmonie avec les départements avoisinants. Ça représente 45 km. Mais ça n'a pas soulevé que de l'enthousiasme. Une inquiétude, alors de 2 ordres, une inquiétude pour certains conseillers qui disaient « oui, mais enfin, c'est idiot actuellement d'augmenter la vitesse, on est plutôt dans une période de l'histoire routière, si on peut dire, où on a tendance à la diminuer ». Et en plus, il y avait un autre argument qui était de dire pour 45 km environ, on sent que l'histoire n'est pas clarifiée, en fait, monsieur Delors. Ça divise même la majorité, c'est ce que vous nous dites au département. Oui, diviser, c'est pas une division. Enfin, pas diviser, mais que je veux dire, ça ne fait pas consensus. Il y a des questions qui se posent. Voilà. Il y a un questionnement qui se pose, et je pense que Françoise Laurent-Périgot, la présidente, que je salue ici, a plutôt l'idée de remettre la réflexion à plus tard. Donc on est parti pour rester à 80 km/h pour le moment. Ça ne veut pas dire que les quelques portions dont je parle ne reviendront pas à 90, mais de toute façon, ça représente 45 km sur les 4600 du département. Oui, donc c'est une goutte d'eau. C'est rien. Corentin, on parle tout de suite du schéma des mobilités. Oui, exactement. Un mot sur ce schéma. En quoi est-il novateur pour notre département, pour le Gard ? D'abord, ce que je voudrais dire, si vous voulez, pour resituer ce schéma des mobilités, c'est que le département du Gard, depuis 2-3 ans, a produit un certain nombre de schémas nouveaux en sport, culture, tourisme, dans la politique sociale, et donc le schéma des mobilités. Ce qui permet quand même à chacun, des conseillers, des citoyens qui se renseignent,
d'avoir une idée précise de ce qu'est la politique départementale aujourd'hui. Alors, je dis ça, mais il y a peu de gens qui vont consulter les sites internet pour savoir en quoi consiste la politique départementale. Elle est relativement méconnue. Sur les routes... Oui, parce que vous, votre schéma, ça représente 57 millions d'euros. 57 millions d'euros. C'est 40% du budget d'investissement du département, donc ça représente quand même... Oui, c'est ça. C'est une grosse part. C'est une compétence obligatoire des départements, bien sûr. Les routes. 57 millions d'euros, ce que je tiens à dire, c'est que c'est quand même en augmentation de 7 millions d'euros par rapport aux années précédentes. On a fait une forte augmentation parce qu'on a quand même des injonctions sur certains problèmes de sécurité. Et deuxièmement, il y a une part importante qui est dédiée cette année, 7 millions d'euros, à la création de voies vertes. C'est la première année qu'on met 7 millions d'euros sur la création de voies vertes. Voilà. Et on va donner vraiment un coup de boost à la création de ces voies vertes. Au départ, quand on a commencé à travailler, à réfléchir et à travailler sur ces voies vertes, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une sorte d'incertitude et même de désintérêt de la part des élus, mais on a été rattrapé dès que les premières voies vertes ont été ouvertes par l'enthousiasme des citoyens, et maintenant on est poussé par les citoyens, ce qui fait que la question ne se pose plus de savoir si on les fait, si on les fait pas. Est-ce que ça veut dire que du coup, donc 7 millions, vous dites c'est la première fois sur les voies vertes, est-ce que du coup la part qui est mise sur les voies vertes, c'est un peu moins qui est mise à la voirie, alors qu'on sait on se rappelle qu'il y avait la Chambre régionale des comptes qui avait soulevé que le réseau était un peu vieillissant et qu'il fallait... Oui, alors le budget est quand même en augmentation assez importante, je l'ai dit, donc ça prend une partie pour les voies vertes, pas tout, et l'autre partie sur l'ensemble des compétences dans le domaine des routes. Quel bilan vous faites un peu de l'état des routes dans le Gard ? C'est difficile parce que le Gard... en tout cas, ce qu'il y a à venir, ce qu'il y a à faire pour la suite. Par rapport à un département que je connais assez bien, finalement l'Aveyron ou la Lozère, qui sont des départements homogènes au niveau routier. Nous, on a quand même des voies qui sont extrêmement fréquentées, à l'Est-Bailleul, voilà. Et puis des voies qui sont beaucoup moins fréquentées, comme la route du Minier, dont on m'a parlé hier longuement, qui part du Vigan et qui va rejoindre l'Espérou, si vous voulez. Allez, on va donner la parole à nos sociétaires. Claire, votre question à Martin Delort. Alors, on s'est rencontrés il y a 5 ou 6 ans et j'avais été très séduite parce que votre discours, à l'époque, c'était vraiment le climat, c'est une catastrophe, on allait directement dedans. Donc, en 2019, en charge du Montégoal, vous avez soutenu la création d'un centre d'interprétation des changements climatiques, estimant que, justement, le sujet était extrêmement préoccupant. En 2022, candidat aux législatives, vous voulez privilégier une relance efficace en vous appuyant sur une transition écologique, sociale et sanitaire. Et patatras, vous soutenez la déviation nord de Nîmes, qui... Quel résumé. Va peut-être coûter 90 millions d'euros. Je pense qu'on a déjà dépassé là-bas. Alors là, moi, je veux qu'on m'explique. Je veux que vous m'expliquiez parce qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas, qui ne colle pas. Alors d'abord, si vous voulez, je vais vous parler 2 minutes du projet de l'Égual qui va bientôt être inauguré. J'espère que vous recevrez une invitation. De toute façon, vous le verrez dans la presse. C'est un projet de l'ordre de 3 millions d'euros. Une communauté de communes qui le porte, qui ne fait que 5500 habitants. Et donc, c'est un projet extraordinaire. Effectivement, centre d'interprétation et de sensibilisation au changement climatique, ça va être une exposition qui a été en partie étudiée par les gens du GIEC, de grande qualité. Il m'a même fallu un moment intervenir pour qu'on baisse un peu le niveau technique, pour que ce soit quand même compréhensible, lisible, quoi. Donc le bâtiment, les travaux sont terminés sur le bâtiment de l'Observatoire, que la communauté de communes a racheté, puisque Météo France souhaitait s'en aller. Il y a un sujet de litige là, un peu entre Météo France et la communauté de communes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Météo France ne part pas complètement. Il mettra du personnel l'été. Mais moi, je ne suis plus à la communauté de communes maintenant. J'ai fait suffisamment d'années, 25 ans. Mais j'encourage le président actuel et ses vice-présidents à ne pas se focaliser sur le départ de Météo France. Le projet est beau par lui-même. Et quand je l'avais conçu avec mes collègues, on pensait déjà que Météo France ne resterait pas. Ce qui compte, c'est de garder l'image de Météo France pour donner un gage de sérieux, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Et le contournement nord, la question de Claire. Le contournement nord, si vous voulez, qui est une voirie départementale par rapport au contournement ouest, c'est l'État qui porte le projet. On va vous en parler du contournement ouest. Alors, le contournement nord, si vous voulez, c'est de l'ordre de 90 millions d'euros. Il a... Techniquement, l'avantage, c'est que quasiment il traverse le Camp des Garrigues, donc il y a sud. peu de problèmes de voisins, d'expropriation, de ci, de mi.
Alors, aujourd'hui, le début des travaux, j'ai pas honte de le dire, mais serait prévu pour environ la fin de l'année 2026. Si on recueille quand même un consensus dessus, et notamment de l'agglomération de la ville de Nîmes, pour lesquels on a sollicité une part de financement. Moi, là, je veux vous parler de, justement, vous savez de quoi je veux vous parler. Je veux vous parler de biodiversité. Je ne vous parle pas de voisins, je ne vous parle pas d'expropriation, je vous parle de biodiversité, je parle de bétonnage, je parle de nuisances, de pollution, et qu'on est actuellement dans une situation qui est absolument catastrophique et qui ne va pas s'améliorer. Donc, comment peut-on aujourd'hui réfléchir à des contournements qui vont encore bétonner, qui vont coûter des millions d'euros, et pourquoi ne pas mettre cet argent dans d'autres solutions? Par exemple, pourquoi ne pas rendre gratuit Nîmes-Est et Nîmes-Ouest? C'est une des solutions qui sont proposées. Pourquoi aller encore créer une autoroute en pleine garrigue? Oui, mais vous avez raison, la question se pose dès qu'on fait une route aujourd'hui d'une certaine destruction de l'environnement. Mais je ne sais pas si vous arrivez quelquefois de la route d'Alès le matin, mais c'est une catastrophe, quoi. Les gens sont bloqués jusqu'à 3/4 d'heure, 1 heure, tous les matins, par les embouteillages. Et c'est vrai que pouvoir les dévier plutôt qu'ils ne rentrent dans Nîmes, et qu'ils contribuent d'ailleurs à polluer aussi la ville de Nîmes, hein, bon, ça se discute, mais... Il y a d'autres moyens de locomotion. Ils sont chacun un dans une voiture. Je pense que l'argent, c'est là où il faut le mettre. Il ne faut pas le mettre dans encore une création de route pour encore faire en sorte que la voiture, le tout voiture, soit encore toujours privilégiée. Ce serait. Hein, je reste conditionnel. Une route qui soulagerait quand même, si vous voulez, beaucoup de problèmes d'ordre environnemental sur Nîmes même. Enfin, je ne lui vois pas que des inconvénients. Mais on va les créer ailleurs, donc... Je ne lui vois pas que des inconvénients, si vous voulez. Bon, la réponse ne vous satisfait pas, semble-t-il claire. On va donner la parole à Adrien. Tout de suite, votre question à notre invité. Oui, alors, vu que vous êtes élu depuis quelques années, je voulais vous poser une question sur les violences contre les élus. On vous l'avait vu il y a quelques jours, ce malheureux maire en Loire-Atlantique qui s'est fait brûler sa maison. Partout, on voit que la violence contre les élus augmente. Elle est objectivement alimentée par les extrêmes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, notamment la France Insoumise ou la CGT. On ne compte plus les sanctions contre la France Insoumise au Parlement pour appel à la décapitation du président ou autre. Et ma question est donc, vous qui êtes allié à l'extrême gauche au département, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression de pactiser avec le diable pour des postes? Vous dites que... Vous avez bien fait de venir, monsieur Delors. Nous qui sommes alliés à l'extrême gauche? Les communistes. Les communistes et la France Insoumise aussi pendant les départementales. Je m'en souviens, j'étais candidat, vous étiez allié avec eux. Oui, non, mais d'accord, mais les communistes ne sont pas l'extrême gauche. Les communistes, vous aurez du mal à faire croire que les communistes ne sont pas d'extrême gauche. Non. Enfin, ce sont des gens parti fondé de gauche par Lénine, qui défendent des conceptions de gauche, comme les communistes l'ont toujours fait, et qui se soient alliés au niveau national, si vous voulez, dans le cadre de la dernière législative avec la France Insoumise, c'est une chose. Mais je peux vous dire que d'ailleurs, ça ne marche pas très bien. Hein. Mais je peux vous dire qu'au département, ils se comportent comme des élus, comme tout le monde, et ils sont même quelquefois pertinents en rappelant le côté social des choses que certains pourraient avoir tendance à oublier. Non, je ne veux pas les défendre de ce que je considère pas comme une attaque non plus, mais on ne peut pas dire que ce soit des gens d'extrême gauche. Ce sont des gens de conviction, vous voyez. Moi, j'aime assez leur... Confondez peut-être avec la France Insoumise, non? Non, mais au département, vous êtes alliés avec la France Insoumise, si je ne me trompe pas. On n'a pas de France Insoumise parmi les élus. Il y avait un accord de toute la gauche pendant les départementales. J'ai pas rêvé. Oui, enfin, moi, sans la présidente. Sans la présidente, mais non. Vous mettez le doute. Mais moi, je vais vous dire, sur le canton du Vigan, où je me suis présenté donc, il y a 2 ans, j'ai pas tenu compte du tout de ça. J'ai pas fait d'accord avec personne et ça m'a pas empêché, excusez-moi de le rappeler, d'avoir 76% des suffrages. Les élections départementales, elles se jouent vraiment sur la manière dont les gens apprécient le travail que vous faites. Vous voyez ? Peut-être un mot en tout cas qui est plus utile et le fond du coup du dossier, c'est sur la protection des élus. Alors, par contre, et cette violence sur les élus de plus en plus prégnante. C'est certain que là il y a un vrai problème. Alors je ne veux pas dire, mais moi j'ai inauguré, si vous voulez, parce qu'il y a environ 10 ans de ça, j'ai été agressé à plusieurs reprises par un citoyen. J'ai porté plainte, il a été condamné à de la prison ferme. Et actuellement, il habite encore dans le village d'ailleurs, mais il se tient à carreau parce qu'il est quand même très surveillé. Un type qui était sympathique d'ailleurs, mais qui à un moment ou un autre a pété un câble, voilà.
Donc le problème, je sais ce que c'est que toutes les nuits, si vous voulez, d'avoir des phares de voitures qui viennent devant vos fenêtres, des portes qui claquent, et des gens qui cherchent à rentrer, quoi. J'ai installé des caméras, j'étais obligé de me préserver, et surtout de préserver ma femme et mes enfants, parce qu'à l'époque, j'avais des enfants à la maison, quoi. Donc je sais ce que c'est, et je dois dire que je suis entièrement solidaire des élus qui sont victimes d'agressions, quelquefois simplement verbales, mais de plus en plus souvent physiques, et que j'encourage, ce qui était mon cas, la justice à faire son travail rapidement. Est-ce que l'État en fait assez ? Oui. Comment protéger davantage les... À l'époque, c'était assez rare, donc j'ai trouvé que l'État s'était bien débrouillé, quoi. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, peut-être, c'est un peu différent. Deux dernières questions, Corentin, pour terminer cette interview. Un peu dans le prolongement des questions de nos sociétaires. Non, on va parler du contournement ouest. Cette fois-ci, Denis, mais est-ce que vous êtes favorable au projet ? Alors, d'abord, le département... Sachant que votre collègue écologiste, Dominique Andrieux-Bonnet, est réticente. S'est positionné contre. Je ne veux pas me défausser, mais le département, les conseillers départementaux n'ont pas donné leur avis sur ce projet qui est porté par l'État. Moi, ce que je crois, c'est qu'il est beaucoup plus que le contournement nord, très destructeur pour la vie des citoyens. Il traverse des villages. Vous avez vu qu'il y avait des maires de villages qui sont très réticents parce que ça va la transformer. On en a parlé ici. Voilà. Bon, le département devrait être associé au projet quand même. Il ne l'est pas aujourd'hui, et la condition mise par Françoise Laurent-Périgot, c'est que d'abord le projet soit plus serein qu'il n'est actuellement, et deuxièmement, que l'agglomération de Nîmes ou la ville de Nîmes aide le département sur le contournement nord. D'accord, donc vous attendez vraiment avant de voir pour vous Allez, tout dernier mot sur une question, sur un député de votre territoire, Michel Salas. Michel Salas, alors on le rappelle, au départ vous vouliez vous présenter aux élections législatives, finalement vous ne l'aviez pas fait, vous n'aviez pas soutenu à l'époque l'insoumis Michel Salas qui a gagné cette 5e circonscription. Qu'est-ce que vous pensez de Michel Salas ? Est-ce que c'est un bon député pour vous ? Alors ce que je pense, si vous voulez, de Michel Salas, c'est que c'est quelqu'un de sympathique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une seule fois, et j'ai trouvé que le contact était agréable. Vous voyez, Par contre, ne me parlez pas de la France... insoumis. Ouais, mais ne me parlez pas de la France insoumise. Je différencie l'homme que je ne connais pas bien, mais que, me semble-t-il, s'est révélé quelqu'un d'agréable, et le France insoumise que je ne peux pas voir en peinture. Pourquoi vous ne pouvez pas les voir en peinture ? Écoutez, autant on va citer Mélenchon, si vous voulez, que j'ai connu, bien sûr, quand il était jeune, très brillant, mais maintenant aigri, complètement aigri. Je crois qu'il n'a pas supporté son échec. Est-ce que la France insoumise fait du mal à la gauche aujourd'hui ? Ça dépend comment on le voit, mais moi je dirais que c'est la gauche essentiellement aujourd'hui. En tout cas, il fait du mal au Parti socialiste, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Martin Delors, d'avoir répondu à nos questions. Dans quelques instants, on va accueillir notre témoin de l'actualité, Nicolas Curien. Il est pompier non vacciné. Je plaisante parce que j'entends Claire à ma droite qui est en train de dire « Ah, mais moi, je voulais finir par poser une question. » Oui. Bon, allez-y, Claire. Non, mais c'est pas la question. Très rapidement, je reviens sur ma route. Je reviens sur mon contournement nord. Allez, Claire, on est reparti. Non, mais Martin me répond oui, mais les gens qui mettent 3/4 d'heure pour rentrer dans Nîmes, mais ça va changer quoi ? Il y a le contournement ouest, il y aura quand même le contournement ouest. Alors, le contournement nord, s'il se fait, si vous voulez, il permettra quand même d'arriver à Marguerite et à l'échangeur de l'autoroute. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne rend pas Nîmes ouest et Nîmes est gratuit ? Vous l'avez déjà dit, Claire. Oui, bien sûr que si. Évidemment que oui. Oui, enfin... Évidemment très technique. Oui. Moi-même, je n'ai pas forcément tous les éléments de mesure de voitures, de mesure de pollution, de nombre de voitures, mais je le vois quand même parce qu'il est simple à faire et qu'il ne défavorise aucun citoyen en particulier, parce qu'il n'y a pas de maison sur l'itinéraire. Je le vois plus réalisable quand même que le ouest. Mais ils vont le faire l'ouest de toute façon, avant. Ils le feront mais ils rejoindront l'autoroute et ils feront comme donc Alès partira par l'ouest et ils rentreront à Nîmes par l'ouest, par le contournement ouest. Donc pourquoi le contournement nord ? C'est difficile, mais je comprends pas. Je parle du contournement nord qui est la responsabilité du département. C'est difficile de concilier tous les aspects quand on fait un projet de route, y compris d'ailleurs de contournement d'un village ou qu'on veut élargir une route. Aujourd'hui, tout devient compliqué. Mais je pense que les gens qui font de la politique simplement essayent de trouver des consensus, des compromis pour rendre les choses acceptables. Et il me semble que le
contournement nord, dans la mesure où il n'agresse personne, pardonnez-moi, mais en particulier, parce qu'il n'y a pas de maison sur l'itinéraire, me semble quand même quelque chose d'acceptable. Merci. Merci beaucoup, Martin Delors, d'avoir répondu à nouveau à Claire Starosinski. Il fait toujours 90 millions. Oui, on a bien compris. Ans, hein. Vous finir après l'émission. Allez. Il n'a pas augmenté avec Claire, on en l'inflation, parlera celui-là. Hein. après l'émission, on est déjà en retard.